cité juste, pour moi, son principe fondamental, c'est celui de la tolérance. Je vis au milieu de mon peuple, mais j'aimerais que le principe fondamental, c'est celui de la tolérance. J'aimerais, je vais vous le dire, j'aimerais que dans une cuisine militaire, il y ait le restaurant cachère et le restaurant non cachère. Il ne faut pas oublier qu'une très grande place est laissée dans le droit hébraïque classique à ce qu'on appelle takana takaha. Le seul principe qui doit être préservé, c'est l'autorité de principe de la halacha. Mais à partir du moment où cette autorité de principe de la halacha est reconnue, alors vous pouvez légitimer, du point de vue de la halacha, 98% des lois de la Knesset. Merci de nous retrouver pour le débat de la semaine. Plus de la moitié des 64 députés de la nouvelle coalition formée dernièrement par Benyamin Netanyahou est religieuse ou orthodoxe. Au cours des négociations coalitionnaires, certains partis ont émis des revendications concernant le caractère juif de l'État d'Israël. Le parti Yahadut Torah allant même jusqu'à demander des alternatives pour la production d'électricité le Shabbat, demande qui a été repoussée par le Premier ministre. Mais la force que représentent les partis religieux et orthodoxes peut-elle influencer sur la façon de vivre en Israël ? Déjà, la députée Orit Strouk a déclenché une polémique la semaine dernière lorsqu'elle a déclaré vouloir modifier la loi et permettre à des sociétés ou des médecins de refuser des clients si cela contredit leurs convictions religieuses. Alors, est-ce qu'Israël se dirige vers un État halachique et faut-il en avoir peur ? Se dirige-t-on vers une confrontation entre Mea Shearim et Tel Aviv ? C'est le thème du débat de cette semaine et pour en discuter, nous sommes ravi de recevoir le Rav Uri Cherki, shalom. Shalom et bonjour à tout le monde. Et nous sommes aussi avec Denis Charbit, professeur de sciences politiques à la faculté de sciences humaines de l'Open University d'Israël. Bonjour. Shalom. Alors d'abord, merci beaucoup d'être venu dans notre studio pour débattre de ce sujet sur le thème de est-ce que l'État d'Israël se dirige vers un État halachique. Et je voudrais commencer avec vous, Denis Charbit, et je voudrais vous demander d'abord, d'un point de vue plutôt historique, est-ce qu'on a connu déjà une coalition où la force des partis religieux était aussi importante ? Oui, il y a eu dans l'histoire politique d'Israël des moments où les partis religieux obtenaient une très forte représentation, mais je dois dire que en 1988, lorsqu'elles ont exprimé leurs revendications et qu'elles sont apparues à Yitzhak Shamir, le candidat du Likoud vainqueur, eh bien, il a préféré renoncer à cette coalition et il s'est associé à Shimon Peres pour un deuxième gouvernement d'union nationale. Netanyahou, qui avait quand même fait campagne sur une coalition tout à droite, a respecté le vœu de la campagne et donc c'est vrai qu'on a une surreprésentation, d'autant que il faut compter qu'également dans le Likoud vous avez des députés qui sont traditionalistes, observants, pratiquants, et donc c'est beaucoup plus que la moitié. Donc c'est vrai qu'à cet égard, on a beaucoup reproché au précédent gouvernement de ne pas rassembler l'ensemble de la société israélienne. Je suis très surpris qu'on l'entende beaucoup moins cette fois-ci, alors que là, clairement, on est sur une représentation très stricte, très minimum, si j'ose dire. Les habitants de Judée-Samarie, toutes les tendances religieuses, et puis, on va dire, une droite laïque qui existe, mais qui est quand même relativement restreinte aujourd'hui. Alors, on va maintenant demander au Rav Cherki de nous donner une définition, d'après lui, de ce que c'est un État théocratique ou un État Medinat halacha. Je ne sais pas exactement comment le terme en français. Oui, disons que le terme de théocratique est un peu ambivalent, étant donné qu'il a changé de signification au cours de l'histoire. Vous savez que le premier à avoir utilisé ce terme, je crois que c'est Flavius Joseph, qui, quand il parle de l'État que prône la Torah, parle d'une théocratie dans le sens où la souveraineté finalement revient à Dieu, mais non pas aux hommes de religion qui ne sont qu'une des branches de la société. Vous avez le pouvoir politique représenté par le roi à l'époque, vous avez le Sanhédrin, vous avez des représentants du peuple qui sont des bouleutes. Donc c'est ça que signifiait le terme théocratie. Ça veut dire fondamentalement, et je pense que c'est important d'y revenir, la référence au Créateur, c'est-à-dire ce qui a changé avec la Révolution française, fondamentalement, c'est
la référence au divin comme étant le principe de l'autorité. Okay. Par contre, quand on parle aujourd'hui de théocratie, c'est plutôt du cléricalisme. C'est-à-dire, ça veut dire les clercs, les hommes de religion seraient ceux qui auraient les rênes du pouvoir. C'est tout à fait différent. Ce qu'on appelle le Medinat Halacha... Et qui font des lois qui sont... Oui, alors justement, mais, je pense que ça n'a absolument rien à voir avec le concept souvent brandi comme un épouvantail, ce qu'on appelle Medinat Halacha. La Medinat Halacha, c'est-à-dire l'État régi par la loi de la Halacha, n'a rien de clérical, ni même de théocratique dans le sens moderne du terme. Je pense que c'est un sujet d'étude. Ça devrait être beaucoup plus étudié, aussi bien d'ailleurs dans les yeshivot, qui à mon avis souvent ne savent même pas de quoi ça parle, et également par le grand public, y compris par les juristes, qui, quand ils voient de quoi il en retourne, se rendent compte que non seulement ce n'est pas effrayant, mais ça remplit de manière très souvent très positive les besoins de la société, en particulier celle d'Israël. Alors vous allez nous expliquer ça dans un instant, mais je voudrais quand même, le Rav Cherki dit que c'est pas effrayant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je vais faire une concession énorme. On est déjà en partie dans un état où la halakha donne la voie à suivre. Hein. Je rappelle que nous n'avons pas de constitution et donc et nous vivons donc sur ce plan-là sur des bases assez instables. Et je dirais d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle il y a une grande inquiétude aujourd'hui, parce que c'est à ce moment-là qu'on se rappelle que la Knesset s'est toujours autodisciplinée, mais elle peut très bien décider de ne pas s'autodiscipliner. Et on voit les mesures que peut-être le futur gouvernement sera amené à prendre dans ce sens-là. Mais je dirais que pour cette question-là de État halakha, moi je prendrais au moins deux, j'avais d'ailleurs une fois analysé ce phénomène-là, il y a quand même deux piliers qui sont présents au sein de l'État d'Israël. C'est d'abord que l'entrée dans la nation juive passe par la conversion ou la maternité, enfin la matrilinéarité d'une part, et d'autre part, il n'y a pas de mariage civil en Israël. Avec ces deux piliers, incontestablement, la halakha déjà, l'État halakha est déjà là, il est déjà en marche en quelque sorte. Néanmoins, bien entendu, je ne dis pas que nous y sommes déjà. C'est vrai que avec toute la particularité et la singularité de l'État d'Israël, il est vrai que quand nous disons la souveraineté du peuple, je crois que c'est la seule fois où le mot de peuple israélien a quelques significations. Car en général, il n'en a pas beaucoup, en tout cas pas dans la conscience collective des Juifs, des Arabes, des Druzes et des autres. Mais en revanche, quand on dit la souveraineté du peuple, qui délègue ses représentants à la Knesset, là, c'est pas les Juifs du monde entier, pas les Juifs de la diaspora, c'est pas que les Juifs en Israël, ce sont les Juifs et tous ceux qui sont citoyens israéliens. Et ça, bien entendu, ça va bien au-delà. Je dirais que, bien évidemment, que l'État d'Israël s'est façonné à peu près, en partie, je l'ai rappelé à l'instant, sur, je dirais, fondamentalement les bases d'une démocratie. D'abord parce que l'ONU l'avait réclamé et que c'était en quelque sorte la condition. Et je dois dire que, voilà, quand on regarde la deuxième partie de la déclaration d'indépendance, même si le mot démocratie n'y figure pas, parce que Ben Gurion ne voulait pas d'un mot étranger, il n'empêche que tous les caractères, tous les principes d'une démocratie y figurent. Alors que parfois, entre halakha et démocratie, il puisse y avoir compatibilité, il n'y a aucune raison de l'exclure, qu'il puisse y avoir de fortes contradictions, oui. Et je dirais, ne serait-ce que parce que, je m'arrêterai là, ne serait-ce que parce que tout le principe de la halakha ou du judaïsme, c'est ce qu'on appelle l'hétéronomie, c'est-à-dire une loi qui nous vient de l'extérieur, mais qui est là en bloc et qu'il ne suffit que d'appliquer, là où le principe de la démocratie est fondé sur le principe de l'autonomie, c'est-à-dire que nous faisons notre propre loi en compatibilité ou en contradiction avec la halakha. C'est ça qui est préservé dans l'État d'Israël actuel et je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Denis dit ? Dans l'ensemble, disons que c'est une analyse tout à fait lucide de ce qui se passe. Maintenant, quand on parle ici d'hétéronomie de la loi, évidemment, quand on parle de la Torah, des mitzvot, alors évidemment, il y a une hétéronomie. Mais il ne faut pas oublier qu'une très grande place est laissée dans le droit hébraïque classique à ce qu'on appelle takanat hakahal, c'est-à-dire les nécessités de législation adoptées à la société moderne et
Le seul principe qui doit être préservé, c'est l'autorité de principe de la halakha. Mais à partir du moment où cette autorité de principe de la halakha est reconnue, alors vous pouvez légitimer, du point de vue de la halakha, 98% des lois de la Knesset. Alors, c'est vrai qu'il y aurait des lois éventuellement qui seraient disqualifiées, mais c'est toujours le cas dans tout État, aussi bien dans toute démocratie, puisque vous avez toujours un corps qui a l'autorité de principe d'invalider telle ou telle loi. C'est-à-dire, à partir du moment où la Knesset valide une loi, elle est considérée comme ce qu'on appelle Dina de Malchuta, la règle de l'État. Mais si c'est une loi qui en va à l'encontre de la halakha. Alors, ça sera toujours le problème de savoir dans quelle mesure cela enfreint la halakha. Parce que vous savez très bien, par exemple, que quand la Torah parle d'imposer une loi ou de châtier les contrevenants, elle n'a pas du tout l'intention de le faire. C'est-à-dire, le système talmudique a été élaboré de telle manière qu'il est absolument impossible d'imposer la halakha. Et ça, c'est la halakha elle-même qui le veut. C'est-à-dire, en fait, on peut parler ici d'une évolution historique, éventuellement, dans laquelle une place très grande est accordée, justement, à le libéralisme de la législation, même si il y a des principes fondamentaux qui, eux, ne peuvent pas être remis en question. Alors, je voudrais prendre ici un sujet brûlant de l'actualité, par exemple, l'homosexualité. Alors, vous savez très bien que la halakha condamne la relation homosexuelle, mais elle n'a pas du tout l'intention de l'imposer, d'imposer cette loi. Par contre, ça sera beaucoup plus important au niveau de la halakha de ne pas donner un statut officiel par exemple, au mariage homosexuel. C'est-à-dire que pour la halakha, c'est plus important le principe que l'application dans la législation, dans l'imposition de la loi. Donc, de même que vous pouvez avoir un conseil constitutionnel dans le système français, par exemple, qui peut invalider exceptionnellement, évidemment, des lois votées par le Parlement, eh bien, il pourrait y avoir un conseil du même genre, ce qu'on appelle Bet Mishpat Lechouka. Ça a été proposé à un moment en Israël, cette idée qu'il y aurait un tribunal qui représenterait les idéaux de la société d'Israël. Dans la mesure où ces idéaux impliquent évidemment également les lois de la Torah, ou bien les principes de la Torah, alors ça ferait partie évidemment des considérations. Est-ce que ça serait exclusif ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il est dans l'intention d'un des décisionnaires de la halakha d'imposer une loi à un grand public qui n'en veut pas. Donc il n'y a vraiment pas d'imposition sur d'une partie du peuple sur l'autre partie du peuple. Est-ce que vous voyez aussi des choses comme ça lorsqu'on voit aujourd'hui, par exemple, que il n'y a pas de Tarbourat Sibouri pendant le Shabbat, s'il n'y a pas d'autobus pendant le Shabbat, est-ce que vous voyez les choses de la même manière ? Alors, je voudrais peut-être souligner deux choses. La première, c'est que j'ai parlé du fondement de l'autonomie d'un régime démocratique, mais il faut bien reconnaître que depuis au moins 2 siècles, et peut-être depuis surtout la Seconde Guerre mondiale, nous avons nous aussi notre hétéronomie, c'est-à-dire les principes fondamentaux auxquels, comme on dit en hébreu, yarek vebal yavor, c'est-à-dire sur lesquels on ne peut pas transiger. Et ça, je pense qu'il faut effectivement en tenir compte, le principe de l'égalité, le principe de la liberté. Alors après, leur application peut entraîner des interprétations différentes, mais ces fondements-là, et ce n'est pas pour rien que nous ne les avons pas, et pas parce qu'il y a une pression religieuse, mais depuis le départ, nous n'avons pas, ou nous n'avons que 2 lois fondamentales qui risquent d'être malmenées durant cette législature, mais nous n'avons pas ce préambule fondamental qui garantit, qui protège les citoyens contre l'État. Vous voyez, pas contre la religion, contre l'État. Ça, c'est le premier. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que quel regard, alors peut-être erroné portons-nous, mais quel regard on porte en Israël, les laïcs en général, enfin ceux qui respectent la religion, ceux qui se reconnaissent d'ailleurs, s'identifient comme juifs, mais n'estiment pas devoir respecter l'intégralité, ni même la moitié, ni le quart, mais qui décident, qui mettent en avant ce que j'appelle, ou ce qu'on appelle un judaïsme buffet. Voilà, le judaïsme, c'est un magnifique buffet, et chacun se sert. Voilà, c'est ça la conception fondamentale des juifs laïcs en Israël. C'est pas de détrôner, c'est pas de déraciner, c'est pas de déjudaïser, etc. Tout ça, c'est de la propagande, c'est de dire, voilà, il y a un trésor de richesse, de commandements, de traditions, et chacun choisit. Quel est le problème ? Le problème, c'est que, et c'est, je dirais, toute la contradiction, certains diraient même l'hypocrisie.
Monsieur Cherki et tous ceux qui épousent sa vision du monde et son existence et ses mœurs n'ont besoin d'aucune loi de la Knesset pour respecter les 613 commandements. Une femme religieuse n'a pas besoin d'une interdiction de l'avortement à la Knesset, si jamais elle était votée, pour décider qu'elle n'interromprait pas volontairement sa grossesse. Voilà. Et c'est valable pour la cacheroute et c'est valable pour tout. En revanche, elle passe par la Knesset pour s'imposer à ceux qui n'ont pas de la halakha, n'ont pas intériorisé cette halakha. Et donc, c'est vrai que la perception fondamentale, en dépit de toutes les richesses, et là-dessus je vous le concède volontiers, monsieur le rabbin, il est clair que la perception qu'on en a est une perception de « vous avez besoin de la Knesset pour que ce que vous respectez, nous soyons tenus de le respecter ». Pour la question de l'homosexualité, je dirais que le problème pour moi n'est pas là. Je le disais il y a quelques jours encore, bien sûr que la Torah condamne explicitement l'homosexualité. Elle ne condamne pas les homosexuels. Elle ne dit rien. Elle ne dit pas qu'elles peuvent pas être, par exemple, président du Parlement. D'abord parce qu'il faut bien le dire, et il faudrait qu'on en parle quand même à ce micro aujourd'hui, dans le cadre de ce sujet, cette thématique de l'État halakha. Il y a peu d'halakha. Prenez le Shulchan Aruch. Combien de halachot y a-t-il sur l'État, sur la conduite de l'État? Il n'y en a pas, ou presque. Que ça soit développé par le droit hébraïque, etc., j'entends bien, je suis au courant, et je suis ça avec beaucoup d'intérêt, mais au final, je dirais que pour l'instant, il ne pourrait pas y avoir d'État halakha, tout simplement parce que la halakha sur l'État est très restreinte. Alors, je voudrais que vous répondiez à ça, Cherki, sur le fait qu'une partie de la population utilise la Knesset pour imposer des lois, justement, qui ne conviennent peut-être pas à tout le reste du peuple. Toute loi démocratique est une imposition à la majorité. C'est une donnée fondamentale d'instruction civique de base. Ce dont il est question, ce n'est absolument pas d'imposer la halakha à qui que ce soit, c'est simplement de préserver le caractère juif de l'État. Or, préserver le caractère juif de l'État prend comme point de départ cette idée que le judaïsme n'est pas une religion. En fait, ce que j'entends dans le discours de M. Charbit, c'est cette idée qu'il y aurait ici une ingérence de la religion dans quelque chose qui ne la concerne pas, l'État. Or, c'est très intéressant de voir que ce qu'on prend comme exemple, c'est le Shulchan Aruch, qui est un écrit d'exil, qui donne les lois du juif en dehors de son état d'origine. Le judéen est devenu un juif, comme disait Manitou. Il est passé d'une identité nationale à une manière de comportement religieuse, mais fondamentalement, le judaïsme est un projet politique. Vous pouvez lire tout simplement dans le livre de Devarim, eh bien, c'est la constitution d'un peuple sur sa terre, et qui accessoirement a également des pratiques religieuses. Et donc, cette idée de la séparation, par exemple, de la religion et de l'État, qui est banale dans le monde occidental, n'est pas du tout banale dans la tradition d'Israël, qui n'a jamais compris quelle était une religion véritablement. Si on parle, je parle ici des maîtres. Il n'y a pas de différence, en fait. En fait, oui, on pourrait dire qu'il y a une nation à qui la Torah a été donnée, et donc ce n'est pas l'ingérence d'un élément dans l'autre. D'ailleurs, on peut se demander dans quelle mesure est-ce que le juif laïque classique, tel qu'on le définit dans les académies, est-ce qu'il existe vraiment en Israël et dans quelle proportion? Je pense que le chiloni moyen est orthodoxe. C'est un chiloni de l'orthodoxie. Il n'est même pas réformiste ou conservative. Il est dans la périphérie de l'orthodoxie. C'est une donnée sociologique. Ce qui fait que, d'ailleurs, des lois ont pu être admises, par exemple la loi de l'interdiction d'élever du porc en Israël, parce que ça a été accepté parce que ça faisait partie de l'éthos collectif. Par contre, on n'avait pas de loi qui interdit de faire l'élevage des lapins, parce que le lapin ne fait pas partie de cet éthos. Donc, en fait, je pense qu'on fait beaucoup de bruit autour de l'épouvantail donc de l'état de la halakha, mais en vérité, comme l'a si bien dit Dr Charbit, je pense que nous y sommes déjà, mais beaucoup plus que pour les lois du mariage et autre chose de ce genre. Le fait même, par exemple, que la langue officielle de l'État d'Israël soit l'hébreu, c'est l'application d'une halakha. Le fait que le jour où vous ne travaillez pas, vous n'ouvrez pas votre magasin, c'est le Shabbat et pas le dimanche,
comme dans l'Europe éclairée, eh bien, c'est également une halakha. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de diffusion, une sorte d'osmose entre la halakha et l'État dont on ne peut pas faire abstraction. Mais il y a quand même certains sujets, si on reprend par exemple le sujet de l'homosexualité, si par exemple deux hommes veulent se marier aujourd'hui, c'est un problème par rapport à la halakha. Donc qui va décider qui va décider par rapport à la loi, oui, aussi qui va décider de cette, par exemple, de ce sujet? Les rabbins, le peuple, la Knesset? De toute façon, s'il s'agit d'une loi, c'est la Knesset, évidemment. Si la Knesset vote justement une loi sur le mariage, est-ce que vous croyez en la démocratie ou pas? C'est ça le problème. Toute nation a le droit de s'instituer le régime qu'elle désire, les lois qu'elle désire, et donc si elle le désire, elle le fera. Je ne pense pas que ce sera fait. Simplement, je voudrais reprendre ici une idée d'Emmanuel Alpérine, qui disait l'État d'Israël est laïque et démocratique. Absolument. Il est laïque et démocratique, mais vous rajoutez toujours un « mais ». C'est par exemple, c'est vrai que pour se marier, il faut passer par le rabbinat, mais si vous ne vous voulez pas, alors il y a des manières de le faire. Disons que quand on parle, je reprends ici une idée de Manitou, qui disait, quand on met sur le fronton des bâtiments liberté, égalité, fraternité, ça veut dire qu'il y a un problème dans la réalité. C'est-à-dire si vous posez un principe, ça veut dire que ce principe n'est pas appliqué. Tandis que si vous regardez un peu ce que dit la halakha à propos de ces trois termes-là, vous verrez des contradictions énormes. Mais dans la réalité, au contraire, c'est respecté. C'est-à-dire que vous avez de fait liberté, égalité et fraternité, même si dans le principe, c'est nié. Ce qui est exactement le contraire du système, du schéma qui se produit aujourd'hui dans le monde occidental. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, parce que pour moi, l'objectif d'un État, c'est de, je vais presque dire à ma manière, un peuple saint, mais un peuple incluant toute la population israélienne, c'est une cité juste. Et une cité juste, pour moi, son principe fondamental, c'est celui de la tolérance. Je ne serais jamais... je pense pas pour la question... Oui, c'est-à-dire, prenons la question des mariages. Je suis pas... voilà, c'est vrai que, de toute façon, tout régime, ça c'est Montesquieu qui nous le disait dans l'esprit des lois, tout régime démocratique, c'est quelques principes, mais finalement, ça s'applique à une certaine tradition, dans une certaine collectivité, et il faut en tenir compte. Alors, par exemple, prenons le cas des mariages. Pour moi, la solution idéale serait que, eh bien, il y ait plusieurs voies d'accès au mariage. Celui qui veut... Pas le mariage civil à la française, d'abord à la mairie, et puis ensuite chacun choisit. Principe que je trouve remarquable, puisqu'il respecte les deux piliers d'une démocratie, c'est la liberté religieuse et la liberté de conscience. Ici, il n'y a pas... La liberté de conscience n'est pas respectée. On est obligé de trouver... Alors, si encore, je dis avec un peu d'humour, si encore l'État d'Israël disait « j'offre le billet d'avion à ceux qui veulent aller à Chypre », je dirais, bon, c'est déjà pas mal. Voilà, ça veut dire qu'on respecte, effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec ces accommodements. C'est les Canadiens qui nous ont appris ce mot-là. Moi, j'ai rien contre les accommodements. C'est pour ça que la loi sur le voile en France me paraît surprenante, etc. Je vis au milieu de mon peuple. Mais j'aimerais que le principe fondamental, c'est celui de la tolérance. J'aimerais, je vais vous le dire, j'aimerais que dans une cuisine militaire, il y ait le restaurant cachère et le restaurant non cachère. Voilà, je ne suis pas... Et ça, à ce moment-là, ce serait le respect réel, authentique, et pas celui qui consiste à une minorité qui s'appuie sur une autre partie de la minorité laïque qui est condescendante, qui accepte bien, mais qui, au final, conduit à des situations absolument terrifiantes. On va pas tous les citer, mais pour moi, Israël, c'est quoi? C'est le théâtre de toutes les identités juives. Et donc, que les orthodoxes soient plus nombreux que les sionistes religieux, ou l'inverse, plus que les réformistes, qu'importe, ça c'est très bien, c'est ça, que le meilleur gagne, comme on dit. Mais que toutes ces identités-là soient sur un pied d'égalité, et y compris l'identité laïque, et y compris, vous parliez de Medinat Halacha partielle, oui, c'est aussi un Medinat Sharia partiel, parce que effectivement, les musulmans, leurs affaires de famille, c'est un tribunal de famille islamique qui le dirige. Donc moi, je viens pas ici avec un point de vue occidental, il faut cette séparation. Non, j'entends bien que les religions, cette manière que l'Occident a eu de considérer les religions en disant voilà, vous avez le culte et puis la loi c'est notre affaire. J'entends bien que c'est ce que ni l'islam ni le judaïsme ne veut, mais ce que je souhaite, c'est un véritable
véritable modus vivendi. Devoir terminer, est-ce que... Je suis simplement intéressé à voir si cette prise de position, qui est présentée de manière d'ailleurs remarquable, serait acceptée par un grand nombre des Israéliens. Mais il ne faut pas une majorité pour ça. C'est ça le problème. C'est là où je parle d'hétéronomie démocratique, c'est que le respect du pluralisme, ça ne suppose pas que la majorité puisse décider pour la minorité. C'est tout le problème dans le gouvernement actuel. Je comprends. Est-ce que vous voulez terminer, peut-être un mot de conclusion ? Je pense qu'il y a quelque chose qui est encore beaucoup plus fort que les divisions entre nous. Et ça, c'est le troisième principe de la Révolution française, c'est la fraternité. Et je pense qu'il y a une fraternité israélienne, d'ailleurs, qui implique également les minorités hostiles qui sont en notre sein, souvent hostiles. Et je pense qu'il faut, disons, adopter cette prise de position que j'ai en général, c'est l'optimisme chronique. Je le partage. Merci. Très bien. On est arrivé quand même à tomber sur un point commun. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce débat. Merci. Shalom, shalom.